Messieurs, bonjour, bienvenue à votre balado-diffusion Gotchard, nos spécialistes de l'automobile, votre balado bimensuel, oui, oui, bimensuel, à toutes les 2 semaines. On s'est fait une raison. Cette semaine, on a une émission qui est quand même relativement chargée. Moi, je fais l'essai du Nissan Pathfinder Rock Creek et j'ai fait un essai un peu spécial, mais seulement comme passager, je dois le dire, d'une Ferrari assez particulière. Moi, de mon côté, je vais parler de tout ce qui est nouvelle technologie, bien sûr un peu de Tesla bashing, la fin de certains modèles électriques et aussi l'impact que pourrait avoir ChatGPT sur le marché de l'automobile. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, on va commencer en réglant ça tout de suite. Le mot bimensuel, c'est bon à la fois pour être 2 fois par mois et à tous les 2 mois. Je me suis fait reprendre par mon fils étudiant, possiblement en linguistique au doctorat. Non, peut-être, ouais, écoute, là, ça, c'est dans longtemps. Mais en effet, sinon, on peut aussi utiliser bi-hebdomadaire, mais c'est vieilli, on est allé voir sur Internet. Mais dans tous les cas, on est là à peu près aux 2 semaines, hein, votre balado-diffusion quinzomadaire pour parler c'est quoi déjà le modèle que tu veux nous essayer aujourd'hui? Le Nissan Pathfinder Rock Creek. 15 je suis pas sûr que j'aime mieux ça, mais en tout cas. Alors, oui, effectivement, le Nissan Pathfinder Rock Creek. Je veux vous en parler parce que c'est un véhicule que j'ai tendance à oublier, tout simplement parce que j'ai des mauvais souvenirs. Et là, je m'explique. Le Nissan Pathfinder, il y a quelques années, c'est la 5e génération. OK? La génération 1, 2 et 3 était un véhicule utilitaire sport capable de vraiment de parcourir pas mal de choses et de travailler assez fort, était agréable, confortable, mais c'était un vrai camion. On s'en servait comme d'un vrai camion. La 4e génération, ça a été, à mon avis, la plus mauvaise d'entre toutes. On l'a transformé, on lui a mis une CVT au lieu d'une vraie transmission automatique. On l'a fait sur un autre châssis. C'est devenu une espèce de grosse familiale, pas vraiment intéressante à conduire. D'ailleurs, il n'y a pas eu de succès escompté. Mais depuis l'an dernier, on a refait le véhicule pour une 5e génération. Et cette fois, on arrive avec une vraie transmission automatique. On arrive avec un véhicule qui est définitivement mieux fait, mieux pensé, plus solide. Écoute, c'est pas encore un véhicule qui va t'amener en haut de l'Himalaya, là, soyons francs, mais c'est quand même un véhicule qui est définitivement plus intéressant qu'il ne l'était à plusieurs points de vue et qui, en plus, offre cette année une version Rock Creek, ce qui est un autre avantage parce que dans l'ancienne génération, la Rock Creek, c'est un élément essentiellement esthétique, donc c'était cute, mais c'était tout. Dans la nouvelle génération, on arrive avec un véhicule qui a vraiment des composantes légèrement modifiées, donc qui permet de mériter vraiment le nom Rock Creek. Euh, Qu'est-ce que c'est le Pathfinder? Écoute, c'est un gros véhicule. Il fait 5 mètres de longueur. C'est un 7 passagers, mais un vrai 7 passagers avec la troisième rangée qui a une assise assez longue pour être une vraie banquette et non pas un siège où on est tout crispé. Comme la deuxième rangée bouge, elle s'avance et se recule, tu peux donc avoir un dégagement qui est raisonnable, même quand tu es assis complètement à l'arrière. Et, ma foi, c'est pas trop compliqué d'y avoir accès. Même moi, avec ma taille de jeune homme depuis longtemps oublié, j'ai été capable de m'y rendre sans trop faire de contorsion. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Autre élément intéressant, il y a de l'espace, même quand on utilise les 3 banquettes pour des passagers. Il reste quand même 470 litres d'espace de chargement à l'arrière, ce qui est tout à fait raisonnable. Bon, évidemment, ça ne te permettra pas de transporter tant de valises que ça, mais au moins, tu es capable de transporter un peu de matériel, même si tous les sièges sont occupés. Le véhicule lui-même a été remanié, repensé l'an passé, beaucoup plus joli qu'il ne l'était. Celui, le Rock Creek que j'ai, Rock Creek arrive avec des couleurs particulières. Le mien est d'une couleur brun sable, que moi, je trouve absolument magnifique. Bon, ta mère me dit que je vieillissais parce que j'aimais le char brun, mais C'est ça, polarisant. oui, c'est ça. C'est pas clair pour tout le monde, mais
Donc, c'est un véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé. En termes de look, en termes de style, on a mis des éléments Rock Creek un peu partout, des broderies à l'intérieur, des sièges brodés. Bon, ça va bien. Autre élément esthétique, mais aussi pratique, on a un rail de toit qui est capable de supporter jusqu'à 100 kilos, ce qui est quand même 240 livres. Hein. Donc, pour les gens qui font du camping, qui font du plein air, c'est facile de mettre sur le toit des trucs et c'est résistant, ça va bien. Contrepartie de ça, sur autoroute, le rail de toit fait du bruit. Il pogne dans le vent, si tu me passes l'expression. Donc, on entend toujours les bruits éoliens. C'est un peu dérangeant, mais évidemment, si tu en as besoin, c'est un compromis que tu vas faire sans difficulté. Autre élément fort intéressant, c'est le confort des sièges. Chez Nissan, on fait vraiment un effort avec des sièges qu'on appelle zéro gravité, des sièges qui ont été supposément développés selon des procédures avec la NASA, mais ceci étant dit, je ne sais pas si c'est vraiment la NASA qui a aidé, mais les sièges sont vraiment confortables. Moi, j'ai fait l'aller-retour entre la maison et Québec dans la même journée et honnêtement, je n'ai pas souffert. J'étais vraiment relativement confortable. Ce qui a été modifié pour le Rock Creek, des petites choses. Entre autres, on a mis de vrais pneus 18 pouces tout-terrain, donc des pneus qui sont capables d'aller dans des conditions plus difficiles. On a augmenté un peu la garde au sol. On a 16 mm de plus. C'est pas beaucoup 16 mm, mais on le prend toujours quand vient le temps d'aller jouer dans le bout. Et on a aussi renforcé un peu le moteur. C'est un moteur V6 3.5 qu'on connaît bien du côté de chez Nissan, mais qui a été augmenté en puissance. On parle de 11 chevaux et 11 livres-pieds de couple de plus pour un total de 295 chevaux, 270 livres-pieds de couple. Donc, ça fait un moteur qui est un petit peu plus véloce, un petit peu plus agréable au niveau de la conduite et qui permet un meilleur contrôle quand on est en mode hors route. On a aussi mis une caméra 360 degrés qui est probablement très pratique quand on est dans des sentiers très étroits dans le bois. Moi, je t'avoue que je me suis plus exercé dans le stationnement du centre d'achat, soyons francs. Euh, Un peu moins exotique. un peu moins exotique, mais ça permet quand même sincèrement de bien voir les déplacements et d'avoir avec une certaine facilité là, où on s'en va. Donc, ça, c'est pas mal les améliorations qu'on a fait à la version Rock Creek. Le reste, il manque un petit peu de technologie. Par exemple, on a Android Auto et Apple CarPlay, mais ce n'est pas sans fil. Ça prend le fil absolument. C'est un détail, me diras-tu, mais moi, je trouve qu'on est rendu au sans fil pour la plupart et c'est là que ça devrait bien fonctionner. On avait le même commentaire sur l'Ionix 6, hein, ce qui est un peu étrange de faire des nouveaux modèles comme ça avec des technologies, ben pour l'Ionix 6, même qui reviennent vers l'arrière. Quand on regarde, tous les nouveaux modèles sont équipés du sans-fil. Là. Oui, effectivement. Donc, évidemment, le Pathfinder, on peut comprendre que c'est quand même un véhicule qui date de l'année passée ou d'il y a 2 ans. Donc, peut-être que, mais en même temps, on aurait pu le faire. Mais d'un autre côté, je n'ai pas non plus la navigation intégrée dans le système. Donc, pour avoir la navigation, je dois brancher mon téléphone. Alors, tu sais, il y a comme une espèce de dichotomie. Là. On aurait dû être un peu plus pratique de ce côté-là. Il y a des éléments de sécurité qui ne sont pas non plus au top, mais il faut rappeler que ce n'est pas le plus élevé de la gamme. Il y a des Pathfinder qui sont plus élevés dans la gamme. Le Rock Creek est à peu près le milieu de gamme, véhicule qui vaut à peu près 55 000 incluant transport et préparation, ce qui est tout à fait compétitif avec ce qui se fait dans le marché des 7 passagers. Un véhicule qui a quand même une bonne douceur de roulement, je l'ai dit, un peu désagréable au niveau des bruits éoliens quand on est sur autoroute. Et surtout, ce qui, moi, m'a marqué, 12,1 litres au 100 de moyenne de consommation sur autoroute seulement quand j'ai fait Montréal-Québec. Et ça, j'ai trouvé ça un peu élevé parce que Nissan nous annonce 9,2. Donc, ça mériterait probablement que je recommence l'expérience parce qu'honnêtement, il y a vraiment un gros écart entre ce qui est annoncé et ce que j'ai réalisé. Et pourtant, je n'ai pas abusé. J'étais, là, comme tout le monde, ce qu'on appelle la vitesse tolérée sur autoroute, sur le régulateur de vitesse. Donc, non, c'est pas 100 km, mais c'est un petit peu plus, tout le monde le sait. Donc, mais c'était pas abusif. Je n'ai pas conduit en fou, puis je n'ai pas rien fait. Un dernier élément qu'il faut souligner, c'est la présence d'une molette au centre qui permet d'avoir 7 modes de conduite différents, vont du mode sport au mode éco, au mode confort, mode neige, mode sable. Bref, ça fait réagir le rouage intégral de façon différente, ça fait réagir le véhicule de façon différente, ça te permet d'avoir accès à des trucs un peu amusants et d'aller te promener dans des conditions plus difficiles. Honnêtement, je l'ai dit, l'ancien Pathfinder, je ne le recommandais pas parce que c'est un véhicule que je trouvais vraiment ennuyeux
et pas du tout agréable. Le nouveau, définitivement, a regagné une place au palmarès des véhicules que je pourrais recommander. D'ailleurs, j'avais une amie ce matin qui attend son troisième bébé d'une minute à l'autre, je dirais, ou presque, et qui se cherchait un 7 passagers. Et quand elle a vu le véhicule dans la cour, elle est venue pour le voir. Et honnêtement, pour elle, c'était tout à fait parfait. Donc, honnêtement, c'est un véhicule à considérer. C'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas trop dispendieux et auquel on pense peut-être un peu moins, mais qui mérite quand même le détour du côté du Pathfinder. Autre essai que j'ai fait, mais celui-là, je le dis, je l'ai fait comme passager et je n'aurais même pas osé le faire comme conducteur. J'ai un ami que vous connaissez probablement qui s'appelle Bertrand Godin, que toi, William, tu connais bien. Ben Euh, oui. et Bertrand a réalisé son rêve. Il s'est acheté une Ferrari 308 GTS 1983. Pourquoi je dis que c'est son rêve? C'est parce que c'est la même voiture que Gilles Villeneuve avait. OK? Pour Bertrand, Gilles Villeneuve est l'idole absolue. C'est le même genre de voiture. C'est aussi le même genre de voiture qu'avait Magnum PI avec Tom Selleck. Donc, Ben, tu vois, moi, c'est plus la moustache, ouais, mon ben, idole absolue, mais qu'est-ce que tu veux? bien sûr, Bertrand avec une grosse moustache. D'ailleurs, j'ai dit s'en faire pousser une, puis il n'a pas voulu m'écouter. Euh, mais bref, il est venu me montrer cette voiture-là. Et c'est une voiture particulière parce que c'est une voiture qui est. Il y en a eu 3000 de fait, hein, seulement. Je ne sais pas, il en reste combien exactement. Doté d'un moteur V8, 3 litres, qui fait 255 chevaux. Nous, on avait la version, ben Bertrand a la version Targa, donc avec le toit qui s'enlève. Moi, j'ai déjà conduit des Ferrari de différents âges, incluant les Testarossa et des autres, qui sont des voitures quand même assez imposantes. Je t'avoue que je connaissais moins la 308 GTS. Quand Bertrand est arrivé avec ça, j'ai été très surpris de constater que c'est une toute petite voiture. Elle fait à peine 3 pieds, 3 pouces de hauteur. Le cockpit est tout petit. Je t'avoue que de me glisser à bord a été un exercice, comme je le dis souvent, plus graisseux que gracieux dans mon cas. Mais écoutez, c'est une expérience. Le son de ce moteur-là, il est absolument fabuleux. La conduite, la boîte de vitesse mécanique, c'est incroyable comment Bertrand était capable de manipuler ça, faire le talon pointe, ce qui fait, lui, il se faisait grand plaisir, là, faire un talon pointe. Mais honnêtement, c'était une expérience tout à fait agréable. Sa voiture, elle est presque neuve. Il a fait refaire l'intérieur. Il y a des petits défauts à l'extérieur qu'il va refaire encore. Mais pour te donner une idée, là, comment Bertrand est un enfant avec ce véhicule-là, sa plaque, ça s'appelle Je rêve. Ah, ça explique tout, hein? Ça explique tout. Alors, honnêtement, un essai unique, un essai particulier que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, bien sûr, parce que Bertrand est un ami, mais aussi et surtout parce que la voiture a une tenue de route qui est vraiment surprenante. Une puissance qui est assez étonnante parce qu'elle est extrêmement légère. Elle pèse 1300 kilos tout au plus. Euh, avec ses 255 chevaux, la boîte manuelle, c'est vraiment quelque chose de différent. Alors, j'étais très heureux de vivre cette expérience-là parce que je ne suis pas certain que j'aurai l'occasion de la revivre bien des fois. En voilà, mon cher, on était dans la nostalgie et l'amitié aujourd'hui. Ben, maintenant, on s'en va totalement à l'inverse. On s'en va vers le futur maintenant. On s'en va vers 2030 même. Là. On va commencer avec Honda qui nous parle de ses plans à long terme, même 2040, là, si on parle de Honda. Ça, c'est quand eux, ils comptent faire seulement des véhicules électriques. Ils disent qu'en ce moment, ils mettent 75 millions de dollars américains par année en recherche et développement. Puis, qu'est-ce que ça va donner à court et moyen terme? Ben déjà, l'an prochain, le Honda Prologue, Acura ZDX. Attends, le Honda Prologue, qui, rappelons-le, est un véhicule GM, hein? Oui, C'est l'Equinox qui va être construit sur une base de Honda. et il va en avoir d'autres là, développés avec GM en 2027 que la compagnie espère abordables. On verra ça en 2027. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ils ont dit qu'il y aurait un modèle intermédiaire à grand. On sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais un VUS, là, en gros, qui devrait être sur le marché d'ici 2025. Donc,
quand même, C'est bientôt, là. oui, c'est ça, c'est bientôt, surtout pour quelque chose dont on n'a jamais entendu parler ou vu quoi que ce soit. Je trouve ça assez optimiste de nous dire ça, mettons 1 an et demi là, à l'avance. On verra bien ce que ça donne. Puis surtout, là, si on regarde, ils ont des gros plans aussi pour complètement changer leurs usines, c'est-à-dire non seulement réoutiller leurs usines parce que ça prend des outils complètement différents pour faire des véhicules électriques, mais aussi utiliser de l'énergie propre. Donc ça, ils disent que ce serait en 2026 qu'on pourrait voir la première usine comme ça là, chez Honda. Ce serait celle de Saitama, pas trop loin de Tokyo. Oh mon Dieu, c'est bien. Écoute, c'est une excellente chose parce que Honda est une des compagnies qui est en retard du côté électrique et électrification. On le sait. Ils ont actuellement aucun modèle du tout là-dedans. Tu as parlé du prologue qui s'en vient, qu'on a bien hâte de voir, mais on sait que c'est un GM. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans un avenir plus ou moins rapproché. Mettons que je suis moins optimiste par rapport aux compagnies qui nous font des promesses pour 2025-2026, mais qu'on n'a rien vu. Là, tu sais. Écoute, j'imagine qu'ils vont devoir un peu s'ajuster au marché, du moins au Québec, parce que Québec dit que maintenant, d'ici 2027, il faudrait que ce soit 45% des véhicules vendus dans la province qui soient électriques, ce qui est à peu près 10% de plus qu'en ce moment. Bien sûr, là, on sait que d'ici 2035, ce serait tous les véhicules qui seraient électriques ou du moins pas à combustion, des véhicules zéro émission, là, comme on dit. Et d'ici 2030, on dit 85%. Donc, entre 2027 et 2030, on espère un bond de 40%. Toi, t'en penses quoi? C'est réaliste? Non, je trouve que c'est très optimiste. D'ailleurs, c'est presque le double de la norme canadienne pour la même période. Hein. Au Canada, on parle de 23 pour 2027. Et non, au Québec, on passe à 45. C'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup. Surtout, tu l'as dit, regarde, des compagnies comme Honda n'ont rien ou à peu près rien pour le moment pour répondre à ça. Imagine-toi, là, une compagnie comme Honda qui vend, je ne sais pas, 50 000 Honda Civic. Ça veut dire que s'ils doivent vendre 45 de leurs véhicules en électrique, ça voudrait dire au moins l'équivalent de 20 000 à 25 000 Honda Civic électriques là, ou électrifiés. Ben, je veux dire, on n'est pas là. Là. Clairement, ils ne sont pas là. Et on parle de dans 3 ans. Là. On ne parle pas de dans des siècles. On parle de dans 3 ans. Donc, ça, c'est vraiment très optimiste. L'autre élément que je retiens, dont tu n'as pas parlé, mais qu'il faut parler, c'est que l'ancienne loi zéro émission prévoyait la possibilité d'acheter des crédits à d'autres compagnies quand ils n'atteignaient pas leurs limites. C'est comme ça que Tesla s'est gardé au monde pendant des années, parce que comme ils produisaient juste des véhicules électriques, il y avait des crédits en Californie et ailleurs, il était capable de les revendre à d'autres compagnies qui compensaient ainsi la perte quand ils ne répondaient pas aux normes. Mais là, ils ont décidé de changer ça dans la loi et ce sera une pénalité de 20 000 par véhicule. En gros, là, ça veut dire, mettons que dans une année, tu vends 1000 voitures. Tu es supposé, si tu en vends selon la loi zéro émission, si je comprends bien, là, je peux me tromper, mais si j'ai bien compris, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu en vendes 450 électrifiés. On s'entend là-dessus. Sauf que si tu n'en vends pas 450 électrifiés, tu n'en vends que 400, par exemple, les 50 de différence vont te coûter 20 000 chacun pour Mhm. les commercialiser. Alors, évidemment, il n'y a pas un manufacturier qui va faire ah oui, c'est de ma faute, je vais le payer de ma poche. Tous ces frais-là vont se diriger vers les consommateurs. Donc, on va assister à une hausse du coût des voitures, inévitablement, quand les objectifs ne seront pas remplis. Et ça risque d'être compliqué. Les gens ne voudront plus acheter de voitures. Ils vont attendre leur tour parce qu'ils ne sont pas nécessairement prêts pour l'électrique. Donc, on va se retrouver avec plus de vieux véhicules sur la route. Alors, moi, je pense que c'est un peu rapide. Je suis pour la loi zéro émission, mais je trouve que là, on squeeze un peu fort. Là. On y va un peu fort sur la tapette là, pour les gens, pour pénaliser les manufacturiers. D'autant qu'on dit que la décision a été prise sans consultation avec les manufacturiers, ce qui est quand même un minimum. Et si on revient à ce que tu disais précédemment, Honda n'est pas prêt à ça, loin de là, même si on sait qu'actuellement, Honda n'a pas l'air à trop s'intéresser au Québec. Tu vois, comme journaliste, là, euh, ils font des lancements du Honda Pilot et invitent un journaliste québécois par rapport à 12 journalistes canadiens. Fait on n'a pas l'impression qu'on est très important au Québec pour Honda, mais n'empêche. Chrysler va avoir son premier véhicule électrique en 2028. Pas avant.
c'est comme un an trop tard. Donc, même Mercedes-Benz, qui annonçait qu'en 2025, il serait à 50% de véhicules électrifiés, ils viennent de repousser à 2026 et peut-être à 2027 leur capacité d'aller à 50% de leurs propres véhicules électrifiés, de leur flotte. Donc, je ne suis pas sûr que les manufacturiers sont prêts. Je sais que les concessionnaires ne sont pas super contents de la décision. Actuellement, cette loi-là, elle est à l'étude au Parlement. Tu as une étude de 45 jours. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, les groupes environnementaux sont très favorables. Les manufacturiers et les concessionnaires le sont moins. Mais toi, t'en penses quoi? Ben écoute, si je peux me permettre de jouer un peu l'avocat du diable, moi personnellement, je suis pas nécessairement contre de faire augmenter le prix des véhicules qui sont pas zéro émission non plus. Je pense que ça fait partie un peu de la game où éventuellement, ben on peut pas juste laisser les compagnies payer les taxes de carbone. Et pourtant, tu sais à quel point moi-même je déteste les grosses compagnies, mais malgré tout, je pense que aussi ça vient avec les choix des consommateurs. Je suis d'accord que le gouvernement aide le développement des véhicules zéro émission. Je suis d'accord que le gouvernement aide le développement de transports alternatifs aussi à l'auto personnel. Ça, je pense qu'on le répète pas assez, mais je pense que ça fait partie un peu de ça, là. Écoute, William, ça là-dessus, là, je suis 100 000 d'accord avec toi. Je sais que t'es pas en désaccord avec moi, mais je veux juste dire que je pense qu'il faut voir ça dans l'ensemble, puis pas juste comme étant la loi zéro émission. Je pense que si on avait un gouvernement, ben, écoute, hein, on pourrait parler du troisième lien, puis se faire bien des amis, peut-être recevoir des menaces en message privé, mais tu sais, je pense que si on avait un gouvernement qui était conséquent dans ses choix, puis qui mettait de l'avant tout un ensemble de solutions pertinentes, justement, mettre du transport en commun, des choses comme ça, ben écoute, je pense que ça n'a pas nécessairement, c'est pas nécessairement si fou que ça, parce que d'un certain côté, on peut pas continuer à s'attendre à ce que les compagnies puissent le faire à leur rythme. Puis je pense qu'il faut leur pousser un peu dans le derrière puis leur dire, regardez là, ça s'en vient là 2035, parce que si on continue à être trop gentil, ah ben là, hein, peut-être qu'on pourrait faire des exceptions, peut-être qu'on pourrait vendre les derniers modèles à essence, puis là peut-être que les modèles à essence, on va pouvoir les garder plus longtemps, parce que c'est ça la réponse des concessionnaires, là, c'est qu'ils disent, ah mais là, on va être obligé de garder des modèles plus anciens plus longtemps. Ouais, mais d'un certain côté, non, là, ces modèles-là, ils vont finir par dépérir, puis plus rapidement on les coupe, plus rapidement ils vont dépérir. Là. Un char, ça dure pas 50 ans, peu importe à quel point ça dure longtemps, puis plus on a de véhicules électriques sur le marché, moins on va avoir d'infrastructures ou besoin d'infrastructures pour avoir de l'essence. Donc, je pense que c'est qu'on voit ça à très court terme. Ah, mais mon Dieu, les véhicules vont coûter plus cher. Tandis que je pense qu'il faudrait que ce soit vu dans un plan à très long terme, ce que malheureusement les gouvernements ont de la difficulté à faire quand c'est un cycle aux 4 ans. Ça, c'est la réalité. Et tu as exactement raison. C'est que la loi zéro émission toute seule ne peut pas répondre à tous les problèmes. Il faut présenter ça dans un contexte plus large. Tu sais, dans la même semaine où on nous annonce qu'il y a une loi zéro émission plus restrictive, qu'on veut augmenter le nombre de véhicules électriques, le ministre responsable d'Hydro-Québec vient nous dire, vous savez, j'ai refusé plein de projets industriels chez nous parce qu'on n'a pas assez d'électricité et on va retomber dans une ère où on va devoir économiser l'électricité. À un moment donné, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas développer l'infrastructure électrique et dire au monde, ben, on va ménager l'électricité. Il y a comme quelque chose, tu sais, il me manque peut-être des éléments, et je le répète, je ne suis pas un spécialiste, mais à première vue, l'impression qu'on a, c'est qu'on a voulu présenter un projet de loi pour faire plaisir à un certain groupe, mais on devrait, et je suis 100 000 d'accord avec toi, présenter ça à l'intérieur d'un plan global, incluant du transport collectif, incluant du transport actif aussi, l'amélioration du transport actif, incluant toutes sortes d'infrastructures qu'il faut refaire. Ça, moi, je suis 100 000 avec toi. Je trouve juste que, malheureusement, dans la façon dont c'est présenté actuellement, on fait, ben, les voitures, les constructeurs automobiles, vous avez été les gros méchants, fait qu'on va vous mettre le couteau sous la gorge rapidement, puis on va laisser les autres s'en tirer. C'est la partie qui me dérange. D'un certain côté, je comprends. D'un autre, quand on regarde les trucs qui se sont passés, de la faute des manufacturiers automobiles, Oh, bah oui. Ils sont pas j'ai blancs du comme mal à neige. avoir particulièrement pitié d'eux autres. Donc, écoute, je pense qu'il faut pas voir ça ni blanc ni noir. Je pense que la conclusion, c'est qu'un peu comme tout le reste de leur plateforme, si je peux me permettre le seul commentaire politique de cette émission, la CAQ a peut-être été un peu opportuniste
là-dessus, puis il dit ah oui, on va faire telle chose, on va faire telle chose, ils disent à tout le monde oui, 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 puis là, quand arrive le temps de faire quelque chose, ben, on verra. Mais Tu peux enlever le mot un peu, là. écoute, j'essaie quand même d'être diplomatique. Mais si on parle de quelque chose là, qui va vraiment, et ça c'est au point de vue le plus local possible, à court terme, là, dans Rosemont, les vignettes de stationnement vont être plus chères à partir du 1er juillet pour les plus gros véhicules et aussi pour les véhicules justement qui sont pas zéro émission. Donc pour un véhicule électrique, par exemple, les critères là, vont être plus lousses, là, si je peux me permettre l'expression. Par exemple, on parle de 1549 kg ou moins pour un tarif de 115 sur les véhicules électriques. Pour les mêmes tarifs pour les véhicules à combustion ou hybrides non branchables, c'est 1249 kg. Donc, plus on est gros, ça peut aller là, jusqu'à 205 donc presque du simple au double. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça, je suis un peu partagé, je t'avoue. Je comprends l'intention. Je me demande jusqu'à quel point c'est à la municipalité d'aller gérer ce genre d'affaires-là, parce que concrètement, pour la municipalité, ça ne change absolument rien. Puis dis-moi pas qu'un gros véhicule prend plus de place qu'un petit, c'est pas vrai. Une place de stationnement, c'est une place de stationnement. Tu sais comme moi que. Oui, ouais, mais tu sais, À William, Montréal, regarde. à Montréal, c'est faux cependant. Par contre, je pense que le point, c'est surtout que la longueur est pas tant différente sur une Mais non, berline. Mais on sait que les places de stationnement à Montréal, ça veut rien dire, là. non, non. Euh, Sauf ces places qui sont sur parcomètre, là, évidemment. oui. Parce que ça, c'est des espaces prédéterminés. Mais on Mais parle de comme je, Rosemont, là. ouais, ouais, c'est ça. Comme je te dis, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est au gouvernement local de faire ce genre d'intervention-là. Euh, Déjà, la plupart des gros véhicules devraient être surtaxés à partir des plaques d'immatriculation, ont des assurances déjà plus dispendieuses. On devrait aller chercher ça là. J'ai un peu de misère à ce que le gouvernement local aille se mêler de quelque chose comme ça. D'abord, qui va être une gestion infernale pour eux autres. Puis, d'autre part, honnêtement, je comprends l'intention. Je suis pas contre l'intention, mais je suis pas certain que c'est la bonne place et que c'est les bonnes personnes pour gérer ça. Moi, je pense qu'on devrait avoir une norme plus globale, puis l'appliquer différemment selon la SAQ, par exemple, plutôt que par rapport à une vignette locale. Ben écoute, là, encore une fois, laisse-moi jouer un peu l'avocat du diable. D'un certain côté, moi je pense que tout le monde devrait s'en mêler. Je pense pas qu'il y a histoire de ça devrait pas être les municipalités. Je pense que ça devrait être à tout le monde de s'en mêler. Puis ils sont déjà surtaxés. Ma question à toi, est-ce que ça fonctionne vraiment qu'ils soient surtaxés à ce point-là quand tous les nouveaux véhicules qui sortent, c'est des VUS, quand tous les véhicules électriques qu'on nous promet, c'est des VUS, quand le véhicule le plus vendu au Canada, c'est un pick-up. Est-ce que vraiment la surtaxe fonctionne à ce point-là? Moi, je doute fortement que ça change quoi que ce soit, puis que Mon, mon ça... problème, il est pas là, William. Mon problème, c'est qu'essaye de t'acheter d'autres choses qu'un VUS. Et là, je rejoins ce que tu disais dans le sujet d'avant. Le problème actuellement, il n'est pas de cette nature-là. Il est beaucoup de la nature des manufacturiers. Je veux dire, Ford n'a plus aucune voiture à part la Mustang. On s'entend pour dire qu'on n'est pas exactement dans quelque chose de sobre. Chrysler n'a plus aucune voiture. GM n'a plus aucune voiture à part la Malibu. OK. Tu sais, Et qu'est-ce qui explique la disparition de ces voitures-là? Est-ce que ce serait potentiellement la demande et justement le fait que la demande soit tournée de plus en plus vers les VUS? Parce que quand on regarde même en ce moment, les véhicules qui se font enlever par faute de demande, ce sont les berlines, ce sont des véhicules. Les véhicules qui sont les plus populaires quand on regarde la liste, à part les Honda Civic de ce monde, là, il n'y en a pas beaucoup qui sont pas des VUS. mais tu n'as pas de choix. Et tu n'as à peu près pas de choix. Et l'idée, c'est que pour un manufacturier qui prenons n'importe quel exemple, prenons Hyundai, toi qui aimes Hyundai, là. Hyundai avait la Hyundai Accent, qui était une petite berline. On a pris la Hyundai Accent, on y a mis des talons hauts, on y a mis une carrosserie carrée, on l'appelle Hyundai Venue, on la vend 4 000 $ plus cher. Où Hyundai va-t-il se lancer, tu penses? Alors oui, c'est vrai, il y a une question de demande parce que les gens se sentent plus en sécurité dans un VUS et tout. Mais ça, bon, si on avait voulu préserver, parce qu'à mon avis, il y a d'excellentes voitures, là, mais si on avait voulu préserver ça, alors qu'actuellement, c'est plutôt les manufacturiers qui se contentent de s'amuser, si tu veux, à vendre des voitures plus chères, de plus en plus dispendieuses, et on utilise le prétexte de grossir les voitures
Parce que même les voitures ont grossi, là. Une Honda Civic d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec la Honda Civic d'il y a 30 ans. Euh, Ça, c'est certain. Fait que moi, je pense que le problème, il vient de là. Même si les. Écoute, on a souvent des questions. Quand j'anime Virage, on a souvent des questions de gens qui disent je suis mieux d'aller m'acheter. J'en ai eu une cette semaine. Je m'achète-tu un Kia Rio ou je m'achète un Kia Niro? Tu sais, on n'est pas dans le même monde. C'est des voitures qui sont beaucoup plus dispendieuses. Il n'y a presque plus de petites berlines. Il reste Nissan qui est présent, puis Toyota, qui sont présents dans à peu près toutes les catégories. Mais les autres, là, ils ont presque plus d'offres. Alors, moi, c'est là, comme je te dis, que j'ai un problème. Euh, c'est ça qu'il faudrait gérer. C'est cette façon de faire-là qu'il faudrait gérer. C'est l'offre elle-même qu'il faudrait modifier et non pas aller pénaliser des gens qui, objectivement, si tu as deux, je te rappelle, là, mon ami qui est venu ce matin, qui a 3 enfants, là, même si elle veut s'acheter une berline, là, elle conduit actuellement une Hyundai Elantra. Excuse-moi, là, mais 3 sièges d'auto, là, le troisième, il est sur le toit. Là, t'sais. Fait que, elle n'a pas d'autre Absolument. possibilité. Faut dire par contre que on parle quand même de véhicules de 1600 kg ou plus à essence, 1850 kg ou plus électriques. C'est pas tous les véhicules là, qui vont rentrer dans la catégorie la plus chère. Là. Mais c'est pas lourd, ça, William. Si tu veux ton information, le Nissan Pathfinder fait 2100 kg. Ah oui, absolument. Mais je suis certain que tu vas trouver des véhicules là, dans lesquels tes 3 sièges d'auto ils vont rentrer, qui vont pas rentrer nécessairement dans ta catégorie la plus élevée. N'empêche que Souhaitons-le. souhaitons-le, souhaitons-le, mais n'empêche que moi, je vois d'où ça sort. Est-ce que c'est la meilleure façon de l'appliquer? Ça, je pense qu'on pourrait s'en parler longtemps là, sur comment l'appliquer, mais à un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose, soit au niveau, oui, je suis d'accord du gouvernement par rapport aux manufacturiers directement, qu'on mette des normes directes, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose pour pas que tout le monde se tourne nécessairement vers les plus gros VUS, parce que c'est pas, D'accord. selon moi, quelque chose qui est soutenable à long terme. Juste pour ton information et petite vérification faite, le Nissan Rogue, qui est un VUS compact, fait 1536 kilos. Donc, t'es correct? T'es limite. T'es T'es vraiment limite. correct? Ouais, mais justement, ça rentre. Genre, c'est un peu ça mon point, c'est que je pense qu'à un moment donné, il va falloir y aller avec pragmatisme aussi, surtout qu'on parle d'un quartier densément peuplé de Montréal. S'il avait mis ça à Drummondville, peut-être que j'aurais reposé la question, mais là, je pense que ça vient un peu, comme on disait juste avant, dans le cadre de repenser l'usage même de sa voiture, outre juste oh mon Dieu, mon stationnement coûte plus cher. On D'accord s'est avec parti sur une grosse discussion là-dessus. Fait qu'on peut parler rapidement de la fin de deux modèles électriques, justement, un peu la première génération, deuxième génération même, est-ce qu'on est rendu là, des véhicules électriques. On parle de la Bolt EV et EUV ou EUV, là, peu importe comment on veut le prononcer. Et le guide de l'auto nous apprend aujourd'hui même, au moment de l'enregistrement, la fin de la Kia Soul EV aussi. Donc, juste la version là, EV, le reste va continuer à être produit. Mais deux véhicules, ben écoute, la Bolt, je connais quand même beaucoup de gens qui se la sont achetées récemment. C'était une des dernières, justement, un des derniers modèles relativement petits et électriques. Donc, t'aurais été dans la case la plus basse, là, si t'habites à Rosemont avec ta Bolt. ouais. C'est un peu triste, non? C'est triste, mais en même temps, est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle? Et là, je m'explique. Garochez-moi pas des roches tout de suite. Là. C'est vrai que pour les gens qui ont commandé une Bolt et qui malheureusement devront attendre, c'est plate. On ne sait pas exactement combien il va en avoir cette année. On sait qu'à la fin de cette année, la construction va arrêter. Donc, il y a des gens qui avaient passé commande qui ne l'auront vraisemblablement pas. Ça, c'est dommage. Là où il y a cependant une bonne nouvelle, c'est que c'est une progression. C'est-à-dire que la Bolt, elle fonctionne sur des anciennes batteries, une ancienne architecture. Même si elle a été revisée l'année passée, on s'entend pour dire que c'est quand même l'ancienne architecture. Donc, GM actuellement, tu le sais, fonctionne sur la nouvelle fonction Ultium, des nouvelles batteries qui sont plus faciles à utiliser, qui sont plus résistantes, qui sont plus faciles à remplacer par morceaux au lieu d'être globales, qui se rechargent plus rapidement. Donc, c'est cette nouvelle technologie-là qui va rentrer en ligne de compte avec des véhicules comme l'Equinox électrique qui va arriver. On parle bien sûr de grossir un peu. Encore une fois, ça va contre ce que tu disais auparavant, mais
l'Equinox est un peu plus gros, mais il est le même prix que la Bolt ou à peu près 37 000 donc, moi, je pense que c'est une progression par rapport à la modernisation de la technologie. C'est juste qu'à un moment donné, il fallait faire une coupure. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? T'sais, il fallait faire une coupure quelque part. En autant, tout ce que je souhaite, c'est que GM a été assez intelligent pour planifier le coût et pour être capable de fournir suffisamment d'équinox électriques pour remplacer la Bolt. D'autant que l'usine où était assemblée la Bolt va maintenant servir à assembler les Silverado électriques, ce qui n'est pas non plus une mauvaise nouvelle en soi parce que plus il y aura de pick-up électrique, mieux ce sera pour tout le monde, je Moi, il pense. y aura de pick-up à essence. Ça, je ne suis que d'accord avec toi. Quant à la Soul, ça, je trouve ça plus triste parce que c'était un véhicule, encore une fois, un vieux véhicule, mais un véhicule qui marchait bien. C'est sûr que Kia a la Niro électrique, a le Kona électrique, a la Ioniq 5 de Hyundai, mais c'est en fait, dans le cas de Kia, c'est la EV6. Là. Euh, donc, on est sur la même Même architecture. voiture. Là. Ouais, euh, donc, il y a d'autres possibilités. Je conçois pourquoi, encore une fois, on met fin à un véhicule qui date de quelques années. C'est juste que, comme ce sont les premiers véhicules électriques, on les arrête, on dirait que ça fait comme un choc, alors que si c'était un véhicule à essence qu'on arrêtait de produire, personne n'en ferait de plat. Tu sais. Parce que Ben, je pense que c'est surtout, mon Dieu, on arrête déjà de produire des véhicules électriques. On est déjà rendu à la troisième génération, même quatrième. On s'en va là, vers la quatrième génération de véhicules électriques en moins de quoi, 15 ans, à 20 peu près. ans, si on considère les premiers véhicules. Là. En fait, le premier, ben, si on oublie Tesla avec son Roadster, là, qui était vraiment de niche, là, la première vraie voiture électrique, c'est la Nissan Leaf, qui a eu un certain volume, puis c'est 2012. Mon Ça Dieu, fait donc oui, je parlais plus de la création de la technologie, personnellement, que du premier véhicule lancé, mais quand on considère là, le véhicule, le lancement du premier véhicule il y a 11 ans, disons, ça c'est encore plus impressionnant. Quatre générations, trois, quatre générations en 10 ans, ça c'est assez impressionnant. Justement, moi, c'est ce qui me fait dire que d'ici 2030-2035, les manufacturiers, ils ont le temps de se botter le cul puis de commencer à en faire d'autres. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est le moment, tu parlais de Tesla, c'est notre moment de Tesla bashing. Je dis ça un peu de façon ironique parce que je sais que tu aimes beaucoup entendre les déboires de Tesla. Ça te fait plaisir en ton âme de voir Elon Musk tomber dans les escaliers perpétuels qui se creusent. Mais Ouais, c'est ça. C'est pas contre Tesla, c'est plutôt contre Elon Musk, mais ça, c'est un autre débat. ben oui, moi aussi, Elon Musk est contre les avocats qui l'engagent. Laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler. C'est vraiment une connerie, là. C'est pas du tout un commentaire sur vraiment la voiture, mais il y a eu un accident dans lequel Tesla a été impliqué parce que c'était avec le système autopilote et malheureusement, le conducteur est décédé. Puis là, la famille amène Tesla en cours parce qu'il disait que c'était à cause de Tesla que c'était arrivé. Là, en fait, l'homme a été trouvé responsable de l'accident parce qu'il était en train de jouer à un jeu vidéo quand il y a eu son accident. Tu me diras, écoute, c'est pas l'affaire la plus brillante du monde de jouer au jeu vidéo dans un système qui dit clairement de regarder en avant puis d'avoir les mains sur le volant. Mais quand même, ce que la famille dit, c'est, ben, en fait, les propos que tient Monsieur Musk sont tellement grandioses, sont tellement sensationnalistes que ça l'a mené en erreur. Ça lui a fait croire qu'il pouvait ne pas écouter sa Tesla et donc jouer aux jeux vidéo. Tu sais qu'en Californie, il y a eu un procès et Tesla n'a plus le droit d'utiliser le nom autopilote. Hein. C'est interdit Ben, en Californie. écoute, les avocats ont même pas essayé de nier que Elon Musk disait des choses, disons, qui ne sont pas dans la ligne de parti, hein, que la compagnie essaye de mettre en place. Leur réponse, ça a été, ah ben vous savez, hein, Monsieur Musk, c'est une personnalité connue, donc probablement que les commentaires qu'a entendu la personne en question étaient des deepfakes de Monsieur Musk. Bien sûr, comme si Elon Musk avait besoin d'un deepfake pour dire des niaiseries. C'est ce que la juge dit, là, si ça peut te rassurer au moins. La juge dit que si on se met à dire ça, ben tout le monde qui est dans le public
même toi et moi, à la limite, hein, on a notre voix sur ces podcasts-là. On pourrait prendre n'importe quoi et dire, bah, on n'est pas responsable de quoi que ce soit parce que, ben, en gros, tout pourrait être un deepfake. C'est pas le seul argument dans le procès. Le procès, en fait, s'en vient là, plus tard dans l'année, donc il n'y a pas vraiment de quoi que ce soit pour le moment. Mais j'avoue que j'ai trouvé l'argumentaire un peu drôle, surtout pas très longtemps après que Steve Wozniak, hein, le célèbre cofondateur d'Apple, soit allé à CNN, à This Morning à CNN, et a dit, et je cite, ben, en gros, le AI de Tesla, si vous voulez une étude de l'intelligence artificielle qui ne va plus et qui essaie de te tuer à chaque chance qu'elle a, pointe-toi une Tesla. Hey, ça, c'est. OK. Ça, c'est plus rough que moi, ça. C'est Qui plus. essaie de te tuer à chaque chance qu'elle a. Donc ça, c'est quand même... J'irais vraiment pas jusque-là. Donc il y en a qui bâchent Tesla plus que nous autres, quand même. Oui, 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 on n'est pas si méchant que ça quand même. Là. On apprécie la technologie Tesla, faut le dire. C'est son dirigeant qu'on apprécie moins. Puis il faut dire aussi que c'est quand même impressionnant d'avoir une start-up comme ça qui a réussi à vraiment être mainstream où on voit des Tesla un peu partout sur nos routes. Là. Donc quand même, on doit reconnaître certains trucs à Tesla. Loin de moi l'idée de dire là, que tout est à jeter. C'est juste un petit peu drôle. Parfois, Venant de Steve Wozniak, c'est particulièrement drôle, je dois dire. oui, oui, c'est particulièrement drôle, mais tu sais, ils ont des idées un peu étranges, là, comme on avait déjà parlé du diner Tesla qu'ils vont faire pour de vrai. Hein, c'était Oui. un concept quand on en a parlé, mais ils vont le construire pour de vrai en Californie, où on va pouvoir aller charger sa Tesla, manger des burgers, boire son milkshake, revenir aux années 50, un peu futuriste. Mais ouais, intelligence artificielle, faut croire que c'est pas nécessairement leur fort. Laisse-moi terminer notre épisode en parlant d'intelligence artificielle. Écoute, ChatGPT rendu là, est-ce que tu as vraiment besoin de le présenter? Là? Je pense que tout le monde sait c'est quoi, le fameux modèle d'OpenAI, le modèle de langue d'OpenAI. Ça l'a créé un tollé dans tous les domaines et bien sûr aussi dans la vente de voitures. Donc, moi, j'ai lu un article. Écoute, on va appeler ça un blog. Je ne sais pas comment appeler ça autrement. Je ne veux pas appeler ça du journalisme. Du National Automobile Dealers Association. OK? Ouais, Puis, c'est assez orienté, disons, là, on s'entend. oui, c'est ça, exact. Mais j'ai particulièrement trouvé leur réponse drôle parce qu'en fait, leur question, c'est est-ce que ça va affecter la vente de véhicules? Puis, ils sont allés le demander à ChatGPT lui-même. Puis là, ils disent, ouais, ben là, ChatGPT dit qu'il va être utilisé pour simuler une conversation humaine, ce qui n'est pas très humain, tu sais. Mais en gros, je pense que si on va le lire, là, on pourrait s'en parler longtemps. Tout ce qu'ils disent, c'est que ben, ChatGPT, ah ben on n'a pas à s'en faire, ça va jamais remplacer les humains. Pensez au nombre de fois que vous avez appuyé sur le zéro, par exemple, pour aller parler directement à la réceptionniste ou peu importe, ou au réceptionniste, au lieu de passer à travers le système automatisé, parler directement à un humain. En gros, on ne fera jamais confiance assez à un ordinateur pour vraiment prendre ces informations simplement de là, surtout que, et ça c'est un point que je te raccorde, il n'y a pas toujours raison. C'est un minimum. Quiconque a joué avec ChatGPT un peu est en mesure de voir qu'effectivement, il n'a pas toujours raison et que ses réponses sont souvent un peu alambiquées, disons. Entre autres, Ben j'ai eu le écoute, bonheur d'apprendre que j'étais un auteur d'un best-seller. ah, ben si on recherche son propre nom, on peut découvrir une tonne de choses, surtout si on le convainc qu'en fait il se trompe puis qu'on est vraiment quelqu'un de Ouais. connu. Ça, justement, c'est ce qu'ils disent, c'est que, écoutez, c'est tellement facile à briser. Hein? Eux, leur exemple, c'était le Bing là, qui disait tu as été un mauvais utilisateur et moi j'ai été un bon Bing. Donc, il y a des choses un peu étranges qui peuvent se passer avec le AI. Leur conclusion, c'est ben, en gros, oui, ça a le potentiel de faire une certaine révolution, mais en gros, pour vraiment le service direct au client, il n'y a pas vraiment de danger. C'est ce qu'ils finissent par dire. Mais bon, écoute, la fin, c'est voici maintenant une liste de nos articles écrits avec ChatGPT. Donc, ils ont fini par trouver, il faut croire, l'utilité au modèle. Ouais, ça, c'est. En tout cas. Écoute, moi, ce qui me fascine, c'est que les gens nous parlent encore, même si toutes les informations sont disponibles en ligne, les gens, tu le sais, nous posent des questions régulièrement sur les voitures à acheter. Alors, j'ose croire qu'effectivement, il y a un côté confiance
qui va demeurer à l'égard des humains, mais c'est clair que certaines, ça va permettre de cibler des recherches, ça va permettre de cibler des modèles, ça va permettre de cibler des trucs. C'est évident que ça va avoir un impact, là. Ben oui, puis d'ailleurs, là, j'ai lu un autre article sur le guide de l'auto, je vais leur donner encore le crédit. Ils ont été posés à ChatGPT, quelle est la meilleure voiture sur le marché, d'après toi? Connaissant ChatGPT, conservateur comme ils sont, ça date souvent de quelques années. Je te dirais une Toyota Camry. Il y a la Toyota Camry, en effet, on va avoir la Honda Civic, on va avoir la Mazda MX-5 dans les voitures sport, puis la Model S de Tesla pour les voitures électriques. Ben, tu vois, je suis obligé de te dire que les choix ne sont pas si mauvais, en fait, parce que oui, ce sont d'excellents véhicules, bien que je ne suis pas toujours nécessairement d'accord avec tout, mais oui, ben écoute, je suis assez d'accord. Après ça, on leur demande quelle est la meilleure voiture d'occasion cette fois-là. Donc, plus sur la fiabilité, des choses comme ça. Ah, ben ça va être encore une fois un Toyota quelque part et une Porsche probablement. Alors, on a deux Toyota, Toyota Corolla, Toyota Camry. On parle aussi de Subaru Outback, Mazda 3, Honda Accord. On va pas dans les Porsche, là, mais on parle quand même de Lexus, Subaru Impreza et Kia Soul. Donc, pas électrique, mais quand même quelques véhicules là, d'occasion. C'est surprenant. Je t'avoue que ça, tu vois, c'est pas des résultats que j'aurais anticipés, notamment la Kia Soul, j'aurais pas été, puis Subaru non plus. Parce que même si Subaru a une bonne cote de fiabilité, c'est rare qu'ils apparaissent dans la liste des meilleures voitures d'occasion parce qu'en général, elles sont assez dispendieuses. C'est un marché niché, le Subaru. Ouais, effectivement. Quand t'es un amateur de Subaru, t'es un amateur de Subaru pour la vie, on dirait. Oui, c'est pas mal ça. Finalement, la dernière question, une question que je sais que toi-même t'aimes pas répondre, hein. Quelle voiture devrait être évitée? C'est ça qu'on leur a posé comme question. Ouf! Ah, ça, c'est compliqué. D'après moi, ils vont aller dans les. Probablement des Chrysler. Probablement des Fiat. Euh, des choses On comme ça. parle de Fiat, on parle de Fiat, on parle de Jaguar Land Rover Ah, ça, aussi. je suis pas surpris. Je suis pas vraiment étonné. J'aurais dû y penser parce que le code de fiabilité est pas à son meilleur surtout sur les modèles qui datent de quelques années. Puis et après ça, quand on va dans les modèles plus précis, il est sorti des trucs un peu étonnants, je trouve là. Dodge Dart, Ah oui. Nissan Pathfinder et Volkswagen Beetle. Ah ouais, ça c'est plus surprenant, tu vois. Le Pathfinder, non, je suis pas d'accord. Hein. Je viens de vous en parler pendant 10 minutes. Euh, Mais peut-être que c'est l'ancien Pathfinder que tu recommandais Peut-être. justement, plus ou moins. Peut-être, mais je t'avoue que Beetle, ouais, mais en même temps, c'est un véhicule de niche. Non, ça, je suis moins d'accord avec ces choix de cette nature-là, tu vois. Que veux-tu? Donc, Je vaut dois mieux être ça. demander quel modèle acheter que quel modèle éviter. Faut croire qu'il est plus Effectivement. pertinent. En fait, ce que vous devriez faire, c'est tout simplement nous suivre sur nos plateformes, écouter Gotchard tout le temps et nous poser vos questions sur nos pages Facebook. C'est là que vous aurez les meilleures réponses, mon cher. Ah ben oui, bien sûr. Surtout vous faire votre propre idée plutôt que d'aller poser à ChatGPT. La question, je pense que peu importe avec qui vous la faites, c'est mieux. Effectivement, effectivement. Alors voilà, c'est comme ça qu'on va terminer cette émission-là cette semaine. On vous remercie d'avoir été avec nous, bien entendu. On vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes de balado-diffusion, les Spotify, Apple de ce monde. Laissez-nous des avis aussi, on aime bien en recevoir. On en reçoit parfois par email à gotchard.podcast@gmail.com, mais on aimerait bien en recevoir. Mettez-nous des petites étoiles sur les classements, ça fait du bien. Sinon, bien sûr, venez sur notre page Facebook. Marc Bouchard, William Bouchard ou encore Gotchard Podcast pour nous poser vos questions, pour nous faire vos commentaires. On est toujours là pour vous répondre. Sur ce, mon cher, je te souhaite un bon 2 semaines. Pour 2 semaines? Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.